C'est à la une du journal de l'Afrique ce soir, la République démocratique du Congo. Après la prise de Bunagana, les dernières poches de résistance du M23 sont pilonnées par l'armée congolaise alors que les pourparlers ont repris à Kampala. Vous entendrez le chef des rebelles interrogé par Nicolas Germain. Au Mali, l'ex-putschiste Amadou Sanogo convoqué par la justice. Le capitaine récemment promu général doit être interrogé sur des violences attribuées à ses hommes. On en parle dans un instant avec Serge Daniel à Bamako. Et puis le Ghana qui s'arme pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Reportage de notre correspondante Katharina Vitozzi à bord d'une frégate. Et on commence donc ce journal avec la situation en République démocratique du Congo. Les combats se sont poursuivis toute la journée dans la zone forestière aux confins entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. L'armée congolaise a pilonné les dernières positions des rebelles du M23 dans Nord Kivu, à proximité de Bunagana. Ce dernier grand bastion des rebelles, repris par les soldats congolais. Nicolas Germain. De nombreux habitants de Bunagana acclament l'armée congolaise. Elle vient de chasser les rebelles du M23 de leur fief. Les soldats congolais ont parfois été accusés d'exaction, mais ici, c'est le M23 qui est pointé du doigt. Les femmes se faisaient violer à tout bout de champ. Tout le monde était harcelé et ne pouvait pas travailler. Ils nous prenaient le peu d'argent qu'on avait. On payait des taxes inexpliquées à la douane, même si on n'était pas commerçant. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui a ramené l'autorité de l'État, qui nous a libérés de ces gens. Les soldats congolais jubilent, le M23 bat en retraite. Mais le président Joseph Kabila, dans une adresse à la nation, a déclaré que l'option diplomatique était toujours sur la table. Il demande néanmoins au M23 de déposer les armes. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru à se démobiliser volontairement. Le paradoxe, c'est que jeudi, les combats se poursuivaient, alors même qu'à Kampala, les pourparlers, eux, continuaient entre les rebelles et les représentants du gouvernement congolais. Oui, alors que les combats se poursuivent sur le terrain, le gouvernement et les M23 ont repris leur discussion à Kampala, où se trouve le leader de la rébellion, Bertrand Bisimwa. Nicolas Germain s'est entretenu avec lui au téléphone. Il faut résoudre les causes du conflit dans l'est du pays, sinon d'autres rébellions verront le jour. C'est en substance ce qu'explique le chef rebelle. Écoutez. Nous disons qu'il est plus important que le gouvernement nous désarme politiquement que de nous désarmer militairement. Et si nous ne désarmons pas politiquement, cela risque de donner l'occasion à ceux qui viendront après nous, après notre mort, de recommencer la même chose et de continuer à déstabiliser la partie est du pays qui, vous savez, est déjà soumise à une déstabilisation depuis longtemps. Et la population est fatiguée de la guerre. C'est pourquoi nous disons que pour le moment, ce qui doit être fait, ce qui doit être privilégié, c'est les négociations politiques de Kampala. Au Mali, Amadou Sanogo a été convoqué par la justice. Le capitaine, récemment promu général et auteur du coup d'État de mars 2012, qui avait plongé le Mali dans la crise, va être interrogé sur des violences imputées à ses hommes. La caserne de Kati, c'est l'ex-fief d'Amadou Sanogo, a été le théâtre de nombreuses exactions. On va en parler tout de suite avec Serge Daniel, notre correspondant de Bamako. Serge, cette décision de la justice malienne, est-ce que cela veut dire que le vent commence à tourner pour le capitaine Sanogo? En tout cas, l'ex-capitaine bombardé général descend de son piédestal. Vous vous souvenez, le 22 mars 2012, il fait un coup d'État. Ensuite, il est amnistié pour ce coup d'État par l'Assemblée nationale du Mali. Et puis, il y a eu les événements béret rouge, des bagarres entre béret rouge et béret vert le 30 avril suivant. Et il y a quelques semaines, il y a eu une mutinerie contre le capitaine, l'ex-capitaine Sanogo. Et là, il a été obligé de descendre des hauteurs de Bamako où il était. Il a été contraint, obligé par le gouvernement à descendre à Bamako. Et là, maintenant, c'est une convocation à la justice. Devant la justice, il descend totalement de son piédestal. Il y a eu des témoignages de personnes arrêtées, de militaires arrêtés, qui sont plutôt accablants vis-à-vis pour le général Amadou Sanogo. Il devra répondre. Des proches à lui sont déjà arrêtés. Ils sont accusés quasiment de torture, d'avoir
torturé des gens à l'électricité. Des proches à lui ont été accusés d'avoir tué certains autres militaires. Et là, la justice malienne veut entendre le général Amadou Sanogo sur tous ces points. On peut dire effectivement, actuellement, Pauline, qu'il y a une page qui se tourne. Et Serge, de quelle violence est-il question exactement? De quelles exactions la justice malienne veut-elle parler avec le capitaine Sanogo, le général Sanogo? Alors, il y a d'abord eu, Pauline, il y a des morts. Il y a eu des morts lors de la mutinerie. Vous savez que certains soldats qui étaient proches de Sanogo à l'époque se sont mutinés récemment en disant qu'il faut qu'il leur donne des grades, qu'il a pris les grades à lui seul, les avantages à lui seul. Il voulait des grades, il voulait l'amélioration de leurs conditions de vie. Il y a eu une bagarre rangée entre pro-Sanogo et anti-Sanogo sur les hauteurs de Bamako. Il y a eu des morts, au moins 4 morts. Et je rappelle que certains militaires ont été tués, torturés d'abord à l'électricité. Et ce sont des proches parmi ceux qui sont arrêtés déjà, il y a des proches du général Sanogo. Et ce que la justice veut savoir maintenant, visiblement, c'est de savoir est-ce que le général Sanogo lui-même était impliqué, est-ce qu'il a couvert ces éléments, qu'est-ce qu'il sait de cette affaire-là. On peut dire qu'il va probablement passer un sale quart d'heure devant la justice malienne. Merci pour ces précisions, Serge Daniel, en ligne de Bamako. Et puis ce nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Nairobi à la CPI, le début du procès du président kényan qui devait débuter le 12 novembre prochain est reporté de 4 mois au 5 février 2014. La défense d'Ouhuru Kenyatta souhaitait ce report, évoquant les tâches essentielles du président kényan, notamment après l'attaque des Chebabs islamistes contre le centre commercial de Westgate. Un référendum symbolique était organisé cette semaine dans la région d'Abyei, au Soudan. Le résultat annoncé ce jeudi est sans surprise et sans appel. 99,9% des résidents de cette région frontalière très riche en pétrole s'est prononcé pour le rattachement au Soudan du Sud. Un résultat, je vous rappelle, non contraignant puisque cette consultation n'était pas reconnue ni par Khartoum ni par Djouba. Ce sont les anciens de ce territoire au statut spécial qui avaient organisé le scrutin, fatigués d'attendre une consultation en bonne et due forme. Le ministre français des Affaires étrangères était en Angola ce jeudi, 5 ans après la visite de Nicolas Sarkozy à Luanda. Objectif, renforcer les liens économiques avec ce grand pays lusophone, deuxième producteur de pétrole du continent. Laurent Fabius était accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise. James André a suivi pour nous cette visite à Luanda. L'Angola est un partenaire de choix puisque ce pays a des revenus pétroliers énormes qui représentent 97% de ses revenus à l'exportation et dont la France se taille déjà une bonne part du gâteau puisque Total est le premier producteur de pétrole angolais. Le but aujourd'hui, c'est de diversifier les partenariats. Il y avait 18 chefs d'entreprise avec Laurent Fabius aujourd'hui dans des domaines variés. Il cherche des partenariats notamment dans le domaine par exemple de la production d'eau potable, de l'assainissement, des énergies renouvelables ou encore de l'agroalimentaire. Mais c'est un chantier qui reste complexe puisque le pays est assez difficile d'accès pour les entrepreneurs français, notamment en raison des problèmes de visa. Et c'était l'un des points qui ont été soulevés par Laurent Fabius lorsqu'il a rencontré le président Dos Santos et également son homologue ministre des Affaires étrangères. L'un des principaux buts de ce voyage était de lever les barrières pour l'obtention de visa pour des expatriés français qui viendraient travailler ici, puisqu'en effet le visa de travail ne peut être accordé que pour 1 an. Il est difficile à obtenir. Et on passe à la situation dans le golfe de Guinée où les actes de piraterie explosent. La marine ghanéenne, qui n'est pas armée pour faire face à ce fléau, a reçu l'appui d'une brigade sud-africaine spécialisée dans l'abordage de navires ennemis. Notre reporter Katerina Vitozzi a assisté à un entraînement. À bord, des officiers de l'escadron d'intervention de la marine sud-africaine. Ces images proviennent d'une petite caméra placée sur l'un des casques des officiers. Dans cet exercice, ils doivent sécuriser une frégate détournée. Avec eux ici en bleu, 4 marins ghanéens. Première leçon, monter à bord. Une fois à bord, il faut occuper l'espace. La brigade est spécialisée dans l'abordage de navires hostiles. La marine ghanéenne n'a pas d'équivalent. Pas à pas, ils sont coachés
L'équipe se dirige vers la salle de contrôle. Les soi-disant pirates sont enfin neutralisés. Un exercice déjà exécuté avec les marines namibiennes, nigérianes et angolaises. La priorité pour ces hommes, faire les bons choix. Cette année, il y a eu plus d'attaques de pirates au large de l'Afrique occidentale que n'importe où dans le continent. La menace de la piraterie est devenue la peste des mers. Pour nous, les pays africains, nos ressources sont faibles, nos budgets sont serrés, alors il y a une cohésion entre les pays et nous travaillons ensemble. Les pirates des temps modernes opèrent dans le golfe de Guinée. Au lieu de machettes, ils utilisent des lance-grenades et des fusils. Une puissance de feu qui leur a permis de voler des dizaines de millions de dollars et de capturer plus de 130 personnes. Selon les chefs de la marine, une coopération interrégion est donc indispensable pour rendre les eaux plus sûres. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, Julien. Merci Pauline, restez avec nous, on marque une courte pause puis on se retrouve pour le journal de 23h. Nous serons à Jérusalem pour évoquer cette possible frappe israélienne sur la Syrie. À tout de suite.